Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, une nouvelle preview sur la chaîne du Foot US de A à Z. Aujourd'hui, on va en direction la NFC East et on va parler des Eagles. J'ai le plaisir d'avoir François avec moi, fan des Eagles. Comment tu vas, François? Salut, ça va très bien. Un grand merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de parler de ma franchise adorée avec vous. Eh ben, c'est super, c'est parfait. Donc, vous commencez à connaître le principe des previews sur le Foot US de A à Z. Donc, il y a un fan de franchise qui vient nous voir, soit qui tient un compte Twitter ou pas, en étant assez large les invitations. Là, François, c'est la 2e ou 3e année qu'il vient nous voir. Voilà, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Donc, merci encore à toi d'avoir accepté. Partagez le plaisir, partagez. Et du coup, on enchaîne. Donc, vous commencez maintenant un peu à connaître pour ceux qui n'ont pas écouté les premières previews. Elles seront disponibles à partir du 28 juillet, depuis le 28 juillet, je veux dire, sur la chaîne YouTube et en podcast. Et sinon, ben voilà, pour ceux qui connaissent pas, on fait un retour sur la saison précédente rapide avec François. Ensuite, on fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. Et après, on aborde le petit côté draft et on finit le bilan de la saison qui va arriver avec notre prono qui va bien et les stats qui peuvent faire plaisir. Donc voilà, et François terminera par faire sa petite pub. Vous pouvez le suivre, vous pouvez le rejoindre pour discuter avec lui. Donc on y va, on se lance, François. Je vais énumérer le calendrier de la saison passée et après on échange ensemble sur. Ouais, on est obligé, on va faire rapide, t'inquiète pas. Je vais pas remuer le couteau plus dans la plaie, c'est le cas de le dire. Donc, vous commenciez la saison contre les New England Patriots. C'est très simple, vous commencez la saison avec 5 victoires. Vous aviez New England, Minnesota, Tampa, Washington et les Rams. Ensuite, vous perdez contre les Jets. Chez eux, vous allez regagner, vous avez 3 matchs avant la bye week. Vous remportez donc en week 7 contre Miami, week 8 à Washington et week 9 chez les Dallas Cowboys. Vous êtes en bye week, donc en week 10. Week 11, vous venez gagner à Kansas City. Ensuite, contre Raid en sortie de bye. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Les deux équipes étaient en bye week. Et oui, mais il y a beaucoup de choses surprenantes la saison passée Kansas City. Il y a plein de choses qui se sont passées et du coup, ça les a pas empêchés de remporter le Super Bowl quand même. Voilà. Et du coup, donc voilà, vous battez Kansas City, vous battez Buffalo chez vous en overtime. Et ensuite, donc vous aviez un bilan de 10-1. La saison s'arrête et on est content. Voilà. Non, vous êtes en saison de 10-1. Après, vous perdez contre San Francisco, vous perdez contre les Dallas Cowboys, vous perdez contre Seattle, vous gagnez contre les Giants et vous finissez par les 2 derniers matchs de la saison régulière contre Arizona et les Giants où vous perdez ces 2 matchs-là. Mais vous étiez qualifié en playoff quand même avec un bilan de 11-6 pour les wildcards. Les wildcards, vous y allez et vous allez à Tampa Bay et là vous perdez le match. Je sais pas comment dire, l'équipe a lâché ou je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc. Saison très frustrante parce qu'il y avait quand même moyen de vraiment mieux faire et on a senti le début de saison incroyable, intouchable presque jusqu'à Buffalo et après là on a vu un peu un caillou dans la chaussure qui est devenu, pas un caillou, qui est devenu un rocher et qui a empêché les Eagles de bien finir la saison et d'aller en wildcard sereinement. Toi, t'en en penses quoi, François? Reviens un peu sur la saison vite fait. Là, je pense que cette saison, elle est historique, mais pas dans le bon sens du terme. Enfin, elle démarrait assez bien historiquement. On démarre à 10-1. Enfin, on arrive quand même à la performance de démarrer une saison à 10-1 et de ne pas gagner notre division, ce qui est quand même assez mythique. Et donc, je pense que ça résume un peu ce que j'en pense. Il y avait des signaux faibles sur le début de la saison. Il y a pas mal de victoires qui sont au couteau dans cette fiche de 10-1. Donc, ça cachait des choses pas si bien. Mais il y avait un peu le message, OK, tout va pas bien, mais les bonnes équipes, elles arrivent à gagner. Et ce qui a fait bizarre, c'est qu'autant qu'on perde contre les Niners, il n'y avait rien de choquant. Qu'on perde contre les Cowboys, chez eux, il n'y avait rien de choquant, mais psychologiquement, je pense que ça a un peu, je sais pas, retourné des têtes. Je pense que ça a un peu, j'allais dire, ouvert les petites fractures qu'il y avait à beaucoup d'endroits, notamment sur le côté défensif.
et le reste est parti en vrille sur la fin de saison et l'équipe est devenue le fantôme d'elle-même. Honnêtement, je pense que tu peux retourner le truc dans tous les sens. Je pense que la saison est globalement inexplicable. Il y a quand même 2-3 paramètres qui font qui ont contribué à ce que ça déconne. Le premier, c'est quand même qu'on finit à 11-6 au final avec un calendrier qui était très très dur et qui était vraiment en notre défaveur, et notamment avec un enchaînement que tu as cité qui était Cowboys, Chiefs, Bills, Niners, Cowboys, Seahawks. Voilà. Et je pense que mentalement, on a gagné les premiers et voilà, on était en play-off avant l'heure en fait avec cette série de matchs. Je pense qu'on sortait d'une saison Super Bowl. Faut pas oublier que on s'était retrouvé au Super Bowl, on avait perdu, donc je pense qu'il y a pas mal de petites choses qu'on n'a pas assez vues, qu'on n'a pas assez corrigées pendant la off-season, et accessoirement, on a quand même perdu nos 2 coordinateurs après notre Super Bowl, et avec notamment notre coordinateur défensif qui part devenir coach des Cardinals, ce qui nous empêche, parce qu'il dit qu'il n'allait pas partir, d'avoir Guy Fangio, et on se retrouve avec un coordinateur défensif qui ne fait pas le taf, qui manque d'imagination, et la défense n'a jamais été inspirée ou inspirante, et ça a été la première grosse fracture, et j'allais dire que l'attaque a suivi. Donc concrètement, une fois que les choses ont commencé à déconner, on a réussi le truc mythique de remplacer notre coordinateur défensif en milieu de saison, ce qui n'était pas forcément con, mais de le remplacer par Matt Patricia, ce qui était très con. Voilà, pour le dire crûment, parce que je ne sais pas dire autre chose de notre saison. Et en tout cas, on a regardé l'équipe imploser lentement, sûrement. Le match de wildcard, on savait tout ce qui allait se passer. Je veux dire, et encore, on avait les Buccaneers qui n'étaient vraiment pas l'équipe la plus inquiétante, mais on savait il n'y avait plus d'équipe et on s'est fait éclater 32-9. Voilà, une saison à oublier qui a fait très très mal sur la fin, parce que comme tu l'as dit en intro, il y avait beaucoup de choses et on aurait dû être capable de se battre, au moins d'être dans le top 4 et d'être menaçant comme on l'était jusque début décembre. Voilà. Ok, très bien. C'est un bon retour. Moi, comment dire, c'est frustrant. Il y a beaucoup à voir ce que ça donnera cette année. Il y a beaucoup de têtes à remettre à l'endroit, je veux dire, j'allais dire à l'endroit, pardon, c'était pas français, à l'endroit, et du coup, j'ai hâte de voir ce qui se passera déjà dès le début de saison, qui démarrera bientôt pour la NFL. Donc, déjà, un truc qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même sorti de cette saison avec un débat qui semblait surréaliste, puisqu'on avait un coach qui était au Super Bowl l'année d'avant et qui a été au point dont le débat était sérieux de savoir s'il fallait virer Sirianni. Sirianni est resté, mais donc il y a un coordinateur qui avait déjà sauté. On a fait sauter l'autre. Et donc pour faire la transition sur la saison qui arrive, on a quand même on avait concrètement des coordinateurs défensifs et offensifs jeunes, pas très imposants, qu'on a remplacés par Kellen Moore côté offensif et Vic Fangio côté défensif. Voilà, et si on peut dire ce qui est un changement de mentalité de la part de Sirianni pour ses coordinateurs et une manière de se remettre en question et j'allais dire d'ouvrir une nouvelle page, on ne pouvait pas faire mieux, parce que là, c'est 2 coordinateurs qui arrivent avec des idées très claires, testées et approuvées, je dirais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça va suffire. Ok. Et maintenant, on va basculer sur la nouvelle saison, du moins la free agency, les départs et les arrivées. Donc, coaching staff, ça donne quoi là, vite fait, François? Il y a eu des changements chez vous ou pas là, vite fait? En free agency, en fait, on a eu très peu de au niveau du coaching, je parle au niveau du coaching staff. Non, au niveau du coaching staff, là. Au niveau du coaching staff, comme je l'ai dit, Sirianni est resté.
Kellen Moore arrive comme coordinateur offensif. Vic Fangio arrive comme coordinateur défensif. Ouais, c'est exactement ça. Mais évidemment, le reste du staff est renouvelé. Donc voilà. Donc oui, ça va changer beaucoup de choses pour notre saison à venir. Ok. Maintenant, on va faire les départs des joueurs. Et du coup, je vais énumérer la liste, puis tu nous diras qui tu regrettes et qui tu regrettes pas. Mais voilà, ça permet d'échanger rapidement dessus. Vous perdez donc le quarterback Marcus Mariota qui s'en va aux Commanders, le running back Rashad Penny qui va aux Panthers, le running back Boston Scott qui est toujours free agency, le running back DeAndre Swift qui est parti chez les Bears, le wide receiver Julio Jones, le wide receiver Quez Watkins qui est parti chez les Steelers, le wide receiver Olomide Zekus qui est parti chez les Commanders, l'offensive tackle Jack Driscoll qui est parti chez les Dolphins, l'offensive guard Chua Opeta qui est parti chez les Buccaneers. Longue vie à Jason Kelce qui prend sa retraite et que j'aime ce monsieur, franchement, pour sa carrière et tout. Voilà, j'en dirai jamais. Pour ceux qui me connaissent déjà, en réel ou au virtuel, voilà, c'était ma grande idole, donc je suis en fin de deuil, pas encore totalement faite, mais voilà. Bien sûr. Alors moi, de toute façon, je suis un grand fan du poste de centre, donc voilà, Creedon Frey, Jason Kelce, voilà, c'est tout, c'est des joueurs que j'adore. Et du coup, voilà, petit aparté, on y reviendra peut-être un petit coup après, mais voilà, vraiment, quel joueur ça a été et quel joueur qu'est-ce qu'il a apporté à la NFL, c'est assez incroyable, je trouve, à ce poste. Le edge, Hassan Reddick a été tradé aux Jets, le defensive line, Fletcher Cox a repris sa retraite aussi. On y reviendra. Zach Cunningham est toujours free agent. Shaquille Leonard est toujours free agent. C'est un linebacker. Le linebacker Nicolas Moreau est parti chez les Bills. Le cornerback Bradley Roby est toujours free agent. Le safety Kevin Bayard est parti chez les Bears. Et le safety Justin Evans est toujours free agency. Toi, dans cette liste, voilà, on a parlé vite fait, rapidement de Jason Kelce. Voilà, de toute façon, on peut que s'incliner devant ce joueur qui a été incroyable et dingue. Vas-y, dis-nous, toi, ce que dans cette liste, qui t'aurais peut-être voulu garder ou pas du tout? Jason Kelce. Ouais. Non, et en fait, non, mais en plus, c'est sérieux. Jason Kelce, ce qui est dingue, hein, juste pour un mot, hein, c'est qu'il part à la retraite en étant encore All-Pro. Voilà, par contre, son corps ne suivait plus, hein, pour ceux qui suivaient un peu. Il avait des douleurs partout entre les matchs. Donc oui, toujours un peu dur, mais il était encore exceptionnel et il avait fait une saison exceptionnelle. Fletcher Cox, son départ, sa retraite fait mal parce que ça a été notre MVP défensif pendant une dizaine d'années. Hein. C'est le cœur de notre défense, de notre Super Bowl. Et donc, passer ces deux joueurs-là sur toute la liste des free agents et donc de ceux qu'on a fait partir, et ben en fait, honnêtement, et notamment, il n'y a aucun joueur que je regrette, et notamment parce que de toute façon, il fallait un renouvellement d'effectifs. Et comme on pourra en parler aussi, la stratégie des Eagles, c'est toujours de faire en sorte que les core players de l'équipe n'atteignent pas la free agency. Et ça, avec les prolongations de contrat, on l'a fait. Avec les prolongations de contrat, on l'a fait sur 4 joueurs clés de notre franchise. Voilà. Tu as listé des joueurs qui étaient honnêtement de la profondeur, pour certains qui ont déçu, dont on espérait plus. Next. T'es en mute. Yoann. Oh là là, ce soir, c'est compliqué. Désolé. Merci François. Bon, on va maintenant partir sur la liste des arrivées. Et là, il y a une bonne liste aussi. Je vais prendre une grande respiration, aller jusqu'au bout. Il faut que je sois fort. Et désolé encore si j'écorche des noms, parce que ça va sans doute arriver. Déjà, le premier, Will Grier qui signe un contrat de 1 an. Kenny Pickett qui a été trade depuis les Steelers vers chez vous. Ensuite, le running back Shaquan Barkley en provenance des Giants. Signe un contrat de 37,75 millions, dont 25 millions garantis. Edge Brown, donc lui, re-signe une extension de 96 millions, dont 84 millions garantis. Le wide receiver Paris Campbell signe un contrat de 1 an. Le wide receiver Devonta Smith re-signe donc un contrat de 75 millions, du moins une extension, et 50 millions
51 millions garantis. Le tight end, Albert Ogwugboman, Ogwugboman, je ne sais pas comment on le dit, mais signe un contrat de 1 an. Désolé, hein, vraiment. Le tight end CJ Ozuma signe un contrat de 1 an. L'offensive tackle Mickey Beckton signe un contrat de 1 an. London Dickerson, l'offensive guard, signe un nouveau contrat, 84 millions de dollars, dont 50, ça peut monter jusqu'à 87 et 50 millions de dollars garantis. L'offensive guard Matt Hennessy signe 1 an chez vous. Le edge Brandon Graham re-signe un contrat de 1 an. Le edge Bryce Huff signe un contrat de 51,1 millions de dollars. Le linebacker Zach Bone signe un contrat de 1 an. Le linebacker Orenberg signe un contrat de 1 an. Le linebacker Julian Ogwara signe un contrat en tant que free agent. Le linebacker Devin White signe un contrat de 7,5 millions de dollars pour 1 an. Le cornerback Tyler Hall signe un contrat de 1 an. Le cornerback Avante Maddox re-signe chez vous un contrat de 1 an. Le safety CJ Garner Johnson signe un contrat de 33 millions de dollars qui était parti il était parti aux Lions, il revient chez vous, hein. C'est ça. Avec un beau message pour les fans des Eagles et il revient dans la fanbase. Il revient, mais c'est ce qui est marrant, c'est que c'est un showman, bien sûr. Et voilà, il s'est excusé après les fans en disant qu'en fait, on était les meilleurs fans et les fans des Eagles l'ont accueilli les bras ouverts. Mais bien sûr, c'est ça l'amour. Le kicker, Jack Elliott, s'il a un nouveau contrat à 24 millions, donc 14,2 millions de dollars garantis. Le punter, Brandon Mann, qui signe un contrat de 1 an. Et le long snapper, Rick Lovato, qui signe un contrat de 2 ans. Bon, dans une bonne liste comme ça, il y a du monde. Bon, il y a des petits contrats, il y a des re-signatures qui étaient évidentes et qui devaient être essentielles, dont les AJ Brown, les Devonta Smith, qui sortait de son contrat, on va dire rookie, et que voilà, on sait qui est Devonta Smith maintenant. Il y a des ajouts intéressants. Toi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, François, même ceux que vous avez re-signés, hein, même si ceux que j'ai cités, vas-y, dis-nous. Hein. Alors en fait, moi, il y a d'abord, je vais commencer à en parler. En fait, c'est même des prolongations de contrat. Ça, c'est une philosophie Eagles. C'est les bons joueurs qu'on a draftés, on les signe toujours avant qu'ils atteignent la free agency. Et donc, on prolonge Devonta Smith et Dickerson qui est un des meilleurs gardes de la ligue et qu'on signe comme le garde le mieux payé à 22 millions par an. On signe Smith à un énorme contrat, mais avant l'enflammade des contrats receveurs. Donc ça, c'est toujours la stratégie Roseman. C'est on profite des moments où on peut signer ces joueurs dont on sait qu'ils sont clés, dont on sait qu'ils doivent rester chez les Eagles. Oui, on les paye cher, mais la philosophie de Roseman, c'est il vaut mieux payer plus tôt parce que plus tard, ça coûtera plus cher. Et quand on a vu les contrats de receveurs qui sont arrivés derrière, notamment pour Devonta Smith, on sait que c'est vraiment le bon choix qui a été fait. Accessoirement, je trouve que ça envoie un très bon message au vestiaire. C'est si vous faites le taf, vous serez payé et vous aurez le contrat. Jack Elliott, qui a un top 3 kicker de la ligue désormais, qui passe avec une régularité hallucinante les field goals de plus de 50 yards. Ça, c'est clé. Et ensuite, l'autre partie, il y a j'allais dire, dans cette free agency, il y a 3 gros noms. Il y a un très gros nom, donc honnêtement, j'aurais pas mis 1 euro, 1 dollar, 1 cent, quoi que ce soit sur son arrivée. C'était Saquon Barkley. Et ce qui en fait est très intéressant, c'est que pourquoi on s'y attendait pas, parce que traditionnellement, Howie Roseman, notre GM, ne signe pas et ne met pas beaucoup d'argent sur les running backs avec une philosophie qui est entre un très bon running back à 8 ou 10 millions et un running back de comité ou quelques très bons joueurs à 2-3 millions, derrière une bonne ligne, la différence, elle est négligeable et donc vaut mieux garder ces 8 millions à mettre sur des positions où ça coûte cher. Et la philosophie chez les Eagles, c'est de payer la ligne et les receveurs. Ça, c'est le point. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel pour Barkley, c'est qu'en effet, on le signe comme le meilleur running back ou un top 3 running back, ce qu'il mérite. Mais en fait, et là où ça correspond quand même à la philosophie Roseman, c'est que Barkley, c'est plus qu'un running back. C'est un running back receveur. Et d'ailleurs, depuis le début du training camp, on voit qu'en fait, il est énormément utilisé en tant que receveur. Et 2, en fait, on le paye pour 12,5 millions par an,
Ce qui est du coup, quand tu le considères comme une alternative à un receveur, extrêmement peu cher, comparé aux 25 à 30 millions annuels que commencent à toucher les receveurs, les top receveurs. Donc, c'est à la fois surprenant et en même temps, ça répond à un vrai gap qu'on avait, ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec une attaque en termes de skill player. On a A.J. Brown, Devonta Smith, Saquon Barkley, Goddard en tight end, Jalen Hurts, s'il avait besoin d'une excuse, ce dont il n'a pas besoin, il se retrouve avec, allez, peut-être la meilleure attaque sur le papier, ou en tout cas une top 3, selon comment on veut débattre, avec 2-3 équipes de la ligue. Et voilà, c'est assez joliment joué. Donc ça, c'est côté offensif. On avait parlé de l'implosion défensive, et du coup, c'est là que ça arrive. Alors, on a Huff qui arrive en quelque sorte pour remplacer Reddick, qui, tu l'as dit, est tradé suite à un désaccord de contrat. Accessoirement, on l'envoie chez les Jets, qui ne règlent pas son histoire de contrat. Du coup, Reddick, en ce moment, est en hold-out chez les Jets. Donc, ça nous fait dire qu'on a a priori bien fait de le trader. On fait revenir, on en a parlé, Garner Johnson en safety. Et donc, en fait, on récupère un safety, on récupère un edge dont on avait besoin, notamment puisque Reddick part. Et ensuite, j'allais dire, la position presque frustrante, parce que c'était un gros trou, c'est les linebackers, et on fait venir Bone et White, qui sont OK, mais Howie Roseman ne paye jamais des linebackers, et donc là, on se retrouve avec 2 linebackers qu'on paye pas cher, et dont on va espérer des miracles, ou pas. J'enlève mon mute, pardon. Ok, très bien. Merci François, c'est parfait. De toute façon, oui, c'est tout à fait du Howie Roseman. Voilà, moi de toute façon, je suis admiratif du travail qu'il fait parce que y a toujours des gros noms qui arrivent aux Eagles qui sont payés normalement. C'est pas des explosions de contrat, c'est pas des explosions où on craque pas la tirelire pour rien. Voilà, je suis toujours admiratif de ça et ouais, c'est du Howie Roseman tout craché cette free agency. Voilà, Saquon Barkley est là, on le prend tranquille, ouais, pourquoi, voilà. Alors qu'il est aux Giants, voilà, parfait. Rival de division, parfait, on l'a fait complètement. Et là, ouais, on a parlé, j'ai fait il n'y a pas longtemps la preview des Giants. Ouais, ça s'annonce une année compliquée pour eux, les pauvres. Hein, donc après à voir, c'est pas tout à fait la même ambiance. C'est pas, voilà, on manque pas de respect, mais voilà, c'est vrai que quand on prend les effectifs communs, on regarde, on met la depth chart. Ouais, il faut se mouiller la nuque, quoi, chez certains. Donc, il n'y a pas que, il y a d'autres équipes. Mais là, voilà, Howie Roseman, on voit bien qu'il s'est travaillé, que ce soit en free agency ou même à la draft, qu'on va débriefer tout de suite maintenant. Et on va y aller. Donc, qu'est-ce que c'est magnifique, mais quel magistral encore draft de Howie Roseman. J'ai pas mis le A+, j'avais mis le A. Mais voilà, ça mérite quand même. Mais tu pouvais mettre le A+. Voilà, j'aurais pu le mettre, mais voilà. Non, allez. On y va. Tout le monde priait pour avoir Cooper de Jean ou Cooper de Jean, je ne sais pas comment vous l'appelez chez les fans des Eagles. Mais première surprise, au tour 1, choix 22, vous prenez le cornerback Quinion Mitchell de Toledo, qui n'est pas une surprise non plus en soi, mais voilà, c'était pas lui qu'on attendait le plus chez les Eagles à ce moment-là de la draft. Au tour 2, 40e position, il est là, tout en attente. On trade, je crois, juste devant les Packers, je crois, si je me trompe pas. Exactement, du 53 au 40. Ouais. Voilà, tranquille, on se pose devant eux. Hop, Cooper des gens. Allez, Iowa, c'est chez nous aussi. Allez, hop, 2 premiers tours de cornerback, peut-être les 2 top cornerbacks de la draft. C'est parfait, c'est dans la poche. Allez, c'est mis de côté. Ensuite, on enchaîne. Tour 3, 94e position, le edge, Jalix Hunt, de Houston Christian. Voilà, là, Howie Roseman a dû envoyer les meilleurs scouts du pays pour aller voir ce joueur, pour le drafter au 3e tour. C'est qu'il a senti quelque chose. Le tour 4. En fait, il avait fait un senior ball exceptionnel. Ouais, il était déjà sur les radars des Eagles et il a fait un senior ball exceptionnel. C'est ça. Ensuite, vous prenez cher à mon cœur parce que Clemson Forever. Hein, donc, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens le clone de Clemson FR Tigers aussi. Voilà, donc il faut le savoir en college football. Donc tour 4, 127e position, le running back Will Shipley de Clemson. Tour 5, 152e position, le wide receiver Agnès Smith
2 Texas A&M, un Smith de plus. Ensuite, tour 5 toujours, cher à mon cœur encore, le linebacker Jeremiah Trotter Jr., fils de, et qui jouait à Clemson. Exactement. Ensuite, toujours tour 5, le guard Trevor Keegan de Michigan. Tour 6, 185e position, le wide receiver Johnny Wilson de Florida State. Et on finit la draft avec le tour 6, 190e position, le centre Dylan McMahon de NC State. Voilà, la draft est quasiment complète. J'ai pas mis le A+, parce que voilà, Hunt et puis Johnny Wilson et Keegan, bon, voilà, ça sera sans doute des bons joueurs. Je dis pas le contraire, mais par contre, voilà, le A est largement mérité et quel draft encore de Howie Roseman, quoi. J'ai envie de dire. Ouais, je pense que, alors, moi j'allais dire là où tu peux ne pas mettre de A+, c'est sur le renfort de la ligne offensive, que ce soit en profondeur et notamment, on s'est retrouvé en sortant de la draft, on avait un gros besoin en swing tackle, et donc c'est pas dans la signature, mais on a signé Becton depuis, Mekti Becton, ex-Jet. En fait, cette draft, elle est exceptionnelle sur les 2 premiers tours. Parce que pourquoi Mitchell n'était pas envoyé aux Eagles? Parce qu'en fait, il n'y avait pas un scénario où il arrivait au 22. Et petite anecdote, donc je m'occupe du compte Eagles FR, et donc on a la draft des comptes FR chaque année. Et de manière mais totalement surréaliste sur cette draft, je me retrouve, et le board descend, et je me retrouve avec Mitchell en 22. Je fais, mais ça n'a aucun sens. Et évidemment, je le prends. Et donc, il y a mon commentaire qui est Howie Roseman sprint, fait la danse du ventre et draft Quinion Mitchell. Vous pouvez retrouver le post. C'était en mode, mais ça n'a aucun sens. À part que si vous regardez la draft telle qu'elle s'est passée, en fait, les 12 ou 13 premiers choix ne sont que des joueurs offensifs. Rush sur les quarterbacks, rush sur les receveurs, rush ensuite sur les tackles offensifs. Et donc, il y a des bons défenseurs qui descendent. Et du coup, Quinion Mitchell se trouve là. Et donc, clairement, en fait, dans le scénario, les Eagles, en fait, s'attendaient éventuellement à trade up pour l'avoir. Et à un moment, ils se sont rendus compte que lui ou un autre allait arriver. Et Mitchell était là. Maintenant, c'était clair que Cooper DeJean était sur les tablettes en 22 pour les Eagles. C'est ce qui a été dit après. Et donc, c'était bon. Mitchell est au-dessus sur le board. Et donc, en fait, quand Roseman et Lurie, le propriétaire des Eagles, voient que Cooper DeJean n'est pas drafté en fin du premier jour, sur le deuxième jour, dès le début, il se retrouve à essayer de chercher pour trade-up avec une target claire qui est de passer devant les Packers qui ont un gros besoin en cornerback. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer Cooper DeJean. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, dans notre effectif actuel, on a un excellent cornerback qui est Darius Slay, mais qui est âgé, qui honnêtement, déjà, on espère qu'il fera encore une bonne saison, mais dont il faut préparer la suite, puisque c'est très certainement sa dernière saison avec les Eagles. On a Bradbury qui a fait une saison cataclysmique et qui donc est encore chez nous, mais va partir ou va switcher en safety. Et concrètement, on n'avait quasiment rien derrière. Et on se retrouve d'une position de faiblesse où on savait qu'on allait drafter un cornerback à une position de force pour les 5 ans à venir, avec, comme tu l'as dit, 2 prospects qui avaient toutes les raisons de sortir dans le top 15. Voilà. Et rien que ça, c'est exceptionnel. Pour le reste, voilà, c'est toujours pareil en draft, hein, quand tu arrives au tour 3, 4, 5, 6, on est quand même à parler de joueurs dont on espère qu'ils soient starters. Je suis très content de Shipley, qui est très, très intéressant. Hunt, en fait, a un profil très intriguant, mais on ne le verra pas cette année, donc c'est un développement à 1-2 ans. Si ça paye, ça peut devenir un excellent edge. Comme beaucoup de rookies aux Eagles, on ne les voit pas souvent la première saison. Hein. Exactement. Mais Hunt, je pense qu'on le verra que éventuellement en rotation en deuxième année. Voilà, je suis sceptique, mais intrigué. C'est le mot que j'avais mis sur mes notes. Intrigué parce qu'il a clairement un profil exceptionnel et clairement le staff défensif le voulait.
Voilà. Jeremiah Trotter, tu l'as mentionné parce que Clemson, mais c'est fils de Jeremiah Trotter, qui est une légende des Eagles, hein, qui a été un linebacker des années 2000, voilà, qui a fait rêver, notamment, enfin moi quand j'ai découvert les Eagles, et donc voir le fils drafté, c'est top. On a un besoin de linebacker, ça arrive tard, mais de toute façon il n'y avait pas de bon linebacker dans cette draft, hein, concrètement. Il a quand même un gros défaut de Jeremiah Trotter pour un linebacker, c'est qu'il plaque pas bien, ce qui est quand même assez problématique. Voilà, notamment quand on est le fils de Jeremiah Trotter, qui était un plaqueur, on va dire punisher, comme on dit dans d'autres chères contrées américaines. Voilà, moi j'aime beaucoup Keegan parce que c'était un starter de Michigan qui a quand même été la meilleure ligne et qui a été un starter pendant au moins 3 ans. Voilà, et qui était, j'allais dire, un point de référence de cette ligne, et je pense que c'est important pour la culture. Il peut au moins être de la profondeur et pourrait se battre pour être right guard. Et le petit commentaire que je ferai, c'est pour McMahon, qui est quand même très rigolo, parce que McMahon, il est drafté en 190, et pour la petite histoire, donc c'est un centre, et Kelsey était drafté en 191, et que McMahon a exactement les mêmes mensurations que Kelsey, exactement le même temps, le même profil. On va pas rêver. McMahon, c'est pas Kelsey, parce que d'abord, des Kelsey, il y en aura pas deux, mais c'est quand même très rigolo de le voir sortir au même moment avec le même profil du center athletic undersized, voilà, qui était Kelsey, qui est descendu parce qu'il était trop petit, et a priori, il a quand même fait la carrière. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je suis très content, notamment parce qu'on a deux excellents joueurs qui sont là et qui ont fait que voilà, on va plus parler de besoin de cornerback, je pense, pendant quelques années. Ok. Bon, bah, c'est complet, c'est parfait. Moi, voilà, je vais pas m'étendre plus parce que voilà, j'avais mis un A. Je vais pas faire répéter tout ce que tu as dit. Voilà, c'est autant te laisser en parler plus concrètement. C'est toi le fan de cette franchise, c'est pas moi. On va partir sur le calendrier, donc 2024. Je parle pas de la pré-saison, hein, on part directement en saison régulière. Hein. Merci. Vous débutez donc deux matchs chez vous, Green Bay, Atlanta. Ensuite, vous allez. Alors attends, je t'arrête. En fait, on n'est pas chez nous à Green Bay. Oui, on est au Brésil, pardon. C'est au Brésil. Exactement. Je l'ai fait hier et j'ai fait la même bourde. Donc, donc voilà, j'ai enregistré la preview hier exactement et oui, j'ai fait la même. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous allez jouer le premier match d'ouverture le premier vendredi de la NFL, le lendemain du match de Kansas City contre Baltimore. Ça sera le vendredi soir, je crois, vous jouez au Brésil, donc contre Green Bay. Ensuite, vous allez jouer à Atlanta, vous recevez à Atlanta. En week 3, vous allez chez les Saints. Week 4, vous allez chez Tampa Bay, je veux dire. La week 5, c'est bye week. Bye week qui arrive très très tôt aussi. Yes. En week 6, vous avez Cleveland, vous recevez Cleveland. Ensuite, en week 7, vous allez chez les Giants, vous allez ensuite chez les Bengals, vous recevez Jacksonville Jaguars en week 9. Vous allez chez les Dallas Cowboys en week 10. Ensuite, week 11, vous recevez les Commanders. Week 12, vous allez chez les Rams. Week 13, vous allez à Baltimore. Week 14, vous recevez les Panthers. Week 15, vous recevez les Steelers. Week 16, vous allez chez les Commanders. Week 17, vous recevez Dallas. Et week 18, vous finissez par les Giants, par le match de division qui va bien, comme tous les ans, comme l'année dernière, contre les Giants. Alors moi, François, j'ai sélectionné 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison dans le très très bon. Voilà, j'ai déjà mis un très bon bilan de base aux Eagles. On va pas se mentir, hein, je vais pas mettre un bilan négatif aux Eagles. Moi, je mets vraiment, voilà, si ça va mal, voilà, il y a quelques blessures. Quand je dis mal, il y a quelques blessures, ça a du mal à se mettre en route cette année. On récupère des blessés en cours de saison. Tu sais comme ça va, la NFL, je vais pas t'apprendre ça, François. Je mets bilan de 17 de base, 10 à 7. Par contre, il y a 3 matchs que je sélectionne, dont je me dis le 4e match à Tampa. On sait que c'est jamais facile d'aller jouer à Tampa, mais ce match-là, en plus, vous allez être revanchard malgré tout. C'est un match que vous pouvez gagner. Là, je l'ai sélectionné en défaite pour le moment, dans le bilan à 17. Ensuite, j'ai sélectionné le premier match chez les Cowboys Dallas en week 10, qui peut faire aussi basculer votre saison. C'est pas interdit d'aller gagner chez les Cowboys, surtout les Eagles, ces dernières saisons. C'est pas interdit. Et le dernier match que j'ai sélectionné, c'est soit les Rams, soit les Baltimore Ravens, qui peut basculer aussi la saison. Et je me dis, si tu accroches
c'est 2 ou 3 victoires, bah, tout de suite, ton bilan il va changer de 12-5 ou 13-4 au mieux. Bon, je pense que 13-4, tu signes tout de suite, François. Oui. 12-5, c'est pas mal aussi. Voilà. Je mets 17 pour le bilan, on va dire, tu passes en playoff, tu vas en wildcard. Et si vraiment c'est une très bonne saison, que tout clique bien, les Jalen Carter explosent en défense, on retrouve le AJ Brown, Devonta Smith, parfait. Mailata, Dickerson, Cam Jurgens font une saison de dingue. Non, mais voilà, ça clique bien, tout va bien. La saison à 13-4 ou 12-5 chez les Eagles n'est pas insensé à annoncer comme pronostic. C'est mon avis perso, hein, mais dis-moi ce que tu en penses. Surtout avec le calendrier. Bon, je vais te le dire direct. Moi, je pronostique un 11-6. Ouais. Et en fait, le calendrier me permettrait, à la fois le calendrier et mon optimisme vis-à-vis des coordinateurs pourrait me mettre à 12-5 ou 13-4. Je ne le suis pas parce que je prends l'autre côté des coordinateurs qu'il y a quand même des nouveaux systèmes de jeu qui vont arriver des deux côtés du ballon. Et je pense que voilà, qu'ils sont deux coordinateurs qui ont des schémas complexes. Et donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait un peu de recherche et de flottement. Alors, ça peut créer un peu d'effet de surprise. Mais voilà. Et donc, quand j'ai fait le calendrier, tu as choisi ces 3 matchs. Il y a beaucoup de matchs pile ou face. S'il y a des matchs où je me dis, ouais, on doit les gagner, je me dis, ouais, mais ça, c'est le match qu'on va perdre, quoi. Et le calendrier est beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus dense que l'année dernière. Encore une fois, hein, je reparle, mais on finit en 11-6 l'année dernière. On dit que c'est un cataclysme, mais on finit en 11-6 avec le calendrier le plus dur de la NFL et surtout avec un enchaînement. Enfin, je suis quand même, parce qu'à chaque fois que je le relis, je redis l'enchaînement Cowboys, Chiefs, Bills, Niners, Cowboys et Seahawks, qui était quand même une belle équipe l'année dernière. On est là-dessus. Là, tu regardes, t'as beau chercher. OK, l'enchaînement. T'as Cincinnati, tu sais pas si tu vas le prendre celui-là. Les Bengals, tu sais pas si tu vas le prendre là-bas. Mais tu le prends pas, mais par contre, il n'y a pas d'enchaînement. Oui, non, mais exactement. Bah, t'as quand même. T'as quand même l'enchaînement. Bon, Dallas, Washington, les Rams, Baltimore. Celui-là, il n'est pas simple non plus parce que Dallas, c'est un match de division. Washington, ils vous emmerdent toujours. Ils vous emmènent toujours dans vos retranchements par moment. Voilà. Oui. Après les Rams, bah, tu sais jamais sur quel pied danser avec eux. Mais... Et puis Baltimore, bah, on sait que Baltimore, bah, voilà, ça va être un gros. Celui-là, c'est sûr qu'il sera à Monday Night. Ce match-là, on le sait déjà d'avance. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est des grosses affiches, quoi. Et bah même pas, figure-toi, il sera à 22h25. Ah bah parfait, c'est la bonne heure. Exactement. C'est exactement. Là-dessus, on a un calendrier plutôt sympa que d'autres années. Ouais. Non, mais tu vois, ce que tu dis, c'est comparé à l'enchaînement l'année dernière. Non, mais bien sûr. Là, Washington, oui, c'est un match de division. C'est Washington. Oui, les Rams, je l'ai mis en défaite dans mon bilan. Mais je veux dire, c'est des matchs où tu laisses pas un influx nerveux. Non, mais bien sûr. C'est pas un match de playoff, quoi. Bien sûr. Mais si tu vas aller chercher ceux-là, c'est que du bonus, quoi. C'est ce que je veux dire. À l'extérieur, c'est que du bonus. Et donc, pour revenir sur les 3 matchs que tu as dit, je suis assez d'accord que c'est des matchs pile ou face. Moi, en fait, c'est pas le Dallas. J'ai pas mis le at Dallas en pile ou face. J'ai mis celui à domicile. Celui à Dallas, je pense qu'on le perd. Ouais. Bah, je choisis toujours 3 matchs à l'extérieur, en fait, parce que je considère les 3 matchs à l'extérieur, je les considère un peu comme bonus, en fait. Tu vois, je vois. Si tu les gagnes, ça te fait basculer vraiment ta saison dans le bon sens, quoi. Tu vois, tu en gagnes un des 3. Et ben, par rapport à mon bilan, tu es déjà à 11-6, quoi. Si tu en gagnes un autre, tu es à 12-5, quoi. Tu vois, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est pas incohérent d'y penser, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, complètement. Parce que, en fait, là où je peux aller, j'allais dire un peu. Là où je corrigerais, c'est que par contre, moi, je pense qu'à 11-6, voire même à 17, je pense qu'on gagne la division. Possible. C'est possible. Tu feras les previews. C'est pas pour j'allais dire challenger ou pour me moquer de mon cher rival de révision division. Pour le moment j'ai fait que Commanders et puis Giants, hein, donc voilà. Bon. Si j'ai pas fait les Cowboys. Pour les Cowboys, tu lui passeras le bonjour. Et en gros, pour les Cowboys, les Cowboys sont quand même dans une séquence très difficile. Je leur souhaite de régler leurs difficultés avec leurs 3 meilleurs joueurs que sont Micah Parsons, CeeDee Lamb et accessoirement un quarterback du nom de Dak Prescott qui sont
en conflit de contrat. Ils ont signé personne. Et donc, j'allais dire, dans un sens, je crains pas parce que c'est le rival de division, mais je crains pour eux une saison qui soit vraiment dure à gérer pour eux. Voilà, j'allais dire, ça sent pas bon. Et puis surtout, en fait, même s'ils jouent bien, en fait, ils se retrouvent quasiment avec notre calendrier de l'année dernière. Parce que sur le système des calendriers, hein, sans revenir en détail, mais ils ont 3 matchs qui sont propres parce qu'ils étaient premiers alors que nous, on est deuxième. Et ces 3 matchs, en fait, qu'ils ont, qu'on n'a pas, c'est Niners, Lions, Texans. Ça fait mal. Là où nous, on se retrouve avec Green Bay. J'ai oublié voilà, bref, j'ai oublié Green Bay, Rams, et je sais plus quel est le troisième, c'est Jaguars. Voilà, qui est quand même, enfin voilà, c'est pas du tout le même niveau et ça nous donne presque, j'allais dire, potentiellement un avantage de 2 victoires, 2 calendriers, en tout cas de 2 matchs gagnables, là où eux, ils ont 3 matchs perdables. Voilà, donc ouais, on en a parlé. En tout cas, il y a pas, voilà, il y a la FC North les 4 matchs vont être durs. Voilà, je pense que Pittsburgh va être très très dur parce que Pittsburgh, c'est l'équipe parfaite pour faire déjouer. Et je nous vois très bien se faire déjouer en mute. Et je le vois très bien se faire déjouer. Mais nous, voilà. Mais par contre, je suis optimiste sur la fin de saison. Je suis optimiste sur la fin de saison, sur le fait que nos coordinateurs montent en puissance. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais les Steelers, pour revenir vite fait à ça, à eux, oui, ils sont toujours plus en jouer. On les connaît. Voilà, on connaît les Steelers. Bon, très bien, François. Je pense qu'on était complet. Voilà, 10-6, 17 ou 11-6. On est plutôt cohérent dans le prono. Voilà, je ne me suis pas trompé. À une victoire près, voilà, ça bascule dans le bon sens, quoi qu'il arrive. Moi, François, je vais te remercier déjà pour nous avoir permis de faire cette preview avec toi. Je mets le petit bouton qui défile en dessous. Pour ceux qui l'écoutent en podcast, vous aurez tout dans la description. François, c'est ton moment. Vas-y, raconte-nous, on peut te suivre. Et puis, faire aussi la pub pour le podcast des Eagles et ainsi de suite. Voilà. Oui, alors en commentaire, donc moi, French Eagles sur Twitter, mais surtout, je suis derrière le compte Eagles FR, donc dans la communauté des comptes francophones. Donc, vous n'hésitez pas à suivre ce compte. Toute la saison, je fais des live tweets quand j'arrive à pas m'endormir et que les heures sont bien. Et surtout, je relais les actus. Je suis content de partager tout ce qu'on fait avec la communauté. Et je suis le joker du Fly Podcast Fly, donc le podcast animé par mes acolytes Victor, Loïc et Grégory. Podcast avec globalement un épisode par semaine pendant la saison régulière et des épisodes quand l'actu le permet sur la off-season. On vient de sortir un épisode de points sur le début du training camp et un peu de off-season. Donc vous n'hésitez pas, c'est sur toutes les plateformes où vous pouvez trouver des podcasts, c'est Fly Podcast Fly. Ok, très bien, c'est complet. Merci François. Alors moi, de toute façon, je vais faire aussi la petite promo qui va bien. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre donc François sur son compte Twitter. N'hésitez pas à aller suivre les Eagles. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur franchise de cœur. Voilà, grosse fanbase. Par moment que je ne comprends pas toujours, par moment qui sont toujours un peu dans l'excès, mais ça fait partie des Eagles. Non, mais quand ça vire dans le mauvais sens, je veux dire. Mais quand ça vire dans le bon sens, ça va, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où on a certaines images qui restent, ça vire pas toujours dans le bon sens, surtout quand on reçoit des rivaux de division ou style les Niners il y a 2 ans chez vous à domicile. C'était pas simple pour les gens, des fans des Niners dans les tribunes. Mais bon, bref, ça reste à Philadelphie. Philadelphie est une ville passionnée. Voilà. Juste comme tu m'as lancé dessus, Philadelphie est une ville qui vit pour et par sa franchise. Si un jour vous passez à Philadelphie une semaine de match de division, voilà, vous comprendrez que toute la ville, enfin les bus écrivent Fly Eagles Fly, tout le monde vous dit Go Birds quand vous vous baladez dans la ville. Ouais. Puis les fans des équipes rivales se font huer dans la rue. Voilà, la ville vit et tout le monde, du cadre supérieur, du manager, du patron de boîte jusqu'au simple ouvrier, tout le monde vit pour les Eagles. Et donc voilà, il y a ce côté passionné qui se retrouve dans le caractère et dans un côté très légèrement excessif de la fanbase. Mais c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on suit le sport. Ouais, exactement.
Mais je n'ai rien contre la fanbase des Eagles, hein, je le répète. Moi, j'aime Philadelphie que pour Rocky. Donc voilà, déjà rien que pour ça, c'est déjà beaucoup. Bon point. Voilà, c'est déjà beaucoup. Allez, on va terminer là-dessus. Donc, vous pourrez retrouver donc à partir du 23 août toute la programmation du Foot US de A à Z pour la prochaine saison à venir. N'hésitez pas. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça peut toujours vous apporter de rien rater. Envie de rejoindre l'équipe, plus d'infos dans la description. L'overtime à partir du 14 septembre revient sur la chaîne du Foot US de A à Z. Donc c'est vraiment le jeu qu'il faudra suivre. J'entends un niveau dans mon cas, excusez-moi, je suis perturbé. Et depuis le 28 juillet, vous pouvez rejoindre, vous pourrez écouter les previews du Foot US de A à Z. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, on a un Tipeee, ça peut toujours nous aider à avancer. Donc, c'est toujours un plaisir. Voilà, n'hésitez pas, ça contribue à nous faire avancer sur la chaîne. Je vous remercie, je remercie François, merci pour tout. C'était un réel plaisir de faire cette preview avec toi, François. Encore, merci à toi pour l'invite, c'est toujours un plaisir. Toujours dispo par avance pour l'année prochaine. Je te souhaite vraiment une bonne saison pour tes Eagles. Et on va conclure sur ma phrase habituelle, que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Prochaine preview demain. Ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Super.